va débuter la séance. Est-ce que vous savez si François Gaïgo vient ou pas? Parce qu'on n'a pas reçu de rien, donc bon, s'il arrive, il prendra un cours, quoi, comme on fait habituellement. Hein. Ok. Donc on va démarrer par l'appel. Donc Fourcade présent, Madame Font. Présente. Madame Monnier. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Monsieur Marco. Monsieur Avida qui donne procuration à Monsieur Fourcade. Madame Bagnouls qui donne procuration à Monsieur Martinez. Madame Coste qui donne procuration à Madame Font. Monsieur Martinez. Monsieur Albafouille. Monsieur Lictevou qui donne procuration à Monsieur Marco. Madame Jourdan, procuration à Madame Monnier. Monsieur Molinet-Luc, procuration à Monsieur Jonca. Madame Coculé. Madame Barthès. Monsieur Fournet. Donc on ne marque pas absent, on verra donc, on le marquera absent. Voilà. Madame Albafouille. Monsieur Banet. Madame Ferreira. Bien, donc le quorum étant atteint, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Monnier. Et il est 18h34, donc et nous ouvrons la séance. Avant de débuter le premier dossier, j'aimerais donc faire une intervention que je vais vous lire. Et à la suite de celle-là, nous ferons une minute de silence. Chers collègues, permettez-moi, à mon nom et celui de l'ensemble du conseil municipal, à toi Francine, son épouse, à vous Céline, Julien, Alexis, ses enfants, Julia, Louis, ses petits-enfants, et à l'ensemble de votre famille, de vous présenter nos plus sincères condoléances attristées et vous assurons de nos sentiments les plus affectueux à l'occasion du décès de notre très regretté ami et collègue Patrick Malherbe. Patrick, tu nous quittes brutalement. Ce choc est indescriptible tant il est soudain. Ton départ, pour l'homme plein de vie que tu étais, nous laisse sans voix. Je me souviens de notre première rencontre, lorsque tu étais venu te présenter à moi, donc avec Francine, ton épouse. Tu arrivais sur la commune et nous avions déjà échangé sur ce qu'elle était et ce que nous souhaitions voir évoluer. C'est à ce titre, et à nos rencontres qui en ont suivi, que je décelais en toi l'homme frappé d'intérêt général, l'homme jovial, sincère, direct, l'homme avec de grandes valeurs humaines. Cela m'a conduit à te proposer de rejoindre notre équipe municipale aux dernières élections, proposition que tu as acceptée avec un grand enthousiasme. Dès tes prises de fonction, tu t'es intégré dans notre équipe comme un équipier chaleureux, avec de bons avis, avec le sens du collectif chevillé au corps. C'est ainsi que je t'ai confié par délégation le développement du plan Lumière pour l'ensemble de notre commune, tâche pour laquelle ton investissement pour le bien commun a été sans faille avec la réussite que nous connaissons aujourd'hui. Samedi dernier et le dimanche qui ont suivi, nous ne nous sommes pas quittés de tout ce temps. Quand nous organisions la fête pour l'éducation à l'environnement, et dimanche, tu étais grand électeur pour notre commune pour les sénatoriales. Ce temps continu, partagé avec les autres élus, restera gravé dans nos mémoires à tout jamais, tant ces 2 journées ensemble nous ont fait vivre à tous un temps de connivence de grande qualité, des moments qui font chaud au cœur. Homme de valeur, homme bienveillant, homme respecté, homme engagé, ta place restera gravée toujours dans nos cœurs. Je conclurai cette homélie par une citation de Jean d'Ormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et je vous demande donc d'observer une minute de silence en sa mémoire. Merci.
Je vous remercie. Avant de présenter donc le premier dossier de ce soir, comme nous le ferons donc à chaque conseil que nous le faisons donc depuis 2 conseils, j'attire votre attention sur l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. Aussi, je demande à tous les conseillers d'être particulièrement vigilants et de signaler avant le vote tout intérêt à titre personnel, professionnel ou électif qu'ils pourraient avoir sur un dossier. Je pense notamment aux élus qui siègent dans des organismes publics ou privés, objet de certaines délibérations, mais également à tout intérêt personnel ou professionnel. Dans ce cas, le déport sera nécessaire, c'est-à-dire que les élus concernés devront quitter la salle et ne pas participer ni au débat ni au vote. Alors je vous rappelle que si vous regardez par exemple les conseils communautaires, ça se fait maintenant dans toutes les assemblées délibérantes, on voit des gens sortir, rentrer, mais voilà, c'est le droit. Voilà. Donc le premier dossier, c'est l'approbation du dossier du procès verbal de la séance du 27 juin 2023. Est-ce qu'il y a donc des besoins d'informations ou des questions sur celui-ci? Donc il n'y a pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Deuxième dossier, information du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation. Il est rendu compte de des décisions, dont les décisions sont les suivantes, les plus importantes. Le renouvellement de l'adhésion de l'association des élus à la vigne et du vin, la Nève, pour l'année 2023, pour 160 €. La convention de prestation avec la trame 66 pour l'organisation de la fête de l'éducation à l'environnement des 22 et 23 septembre, 3 500 €. La demande de subvention au titre de FEDER pour la mise aux normes et l'ouverture de la piste DFCI, 68 998,60 sur 136 900. Cette piste, c'est important, c'est la terminaison de la piste d'Espira de la Vie qui va rejoindre la DFCI de Cazes-le-Pen, ce qui fait que par le Petit Crest, on pourra intervenir donc avant que le maquis, le feu du maquis accroche nos forêts. Ensuite, le dépôt d'un permis d'aménager au nom de la commune pour la création d'un parc urbain et d'un parking rue Hoche, 6 781 mètres carrés. C'est pour ça qu'on fait donc un permis d'aménager, parce que ça dépasse les 5 000 mètres carrés. Convention de mise à disposition, ou 50 places plutôt. Convention de mise à disposition de matériel de restauration avec le CIM Pyrénées-Méditerranée, donc à titre gratuit. Convention de mise à disposition de matériel et logiciels informatiques pour la médiathèque par Perpignan Méditerranée Métropole, à titre gratuit. Convention de mise à disposition d'une salle pour action de formation technique par Formation Pro 65. Un marché à procédure adaptée pour la fourniture de matériel informatique pour 40 047 € hors taxe. Je ne sais pas. Bien, on va vous les faire passer. Hein, bien sûr. Je vais regarder dans les autres. Alors, et la dernière, donc, convention tripartite de prestation de services pour l'organisation du week-end symphonique de Perpignan Méditerranée avec Cap Sud 66 et l'association Heptatonique, donc pour 0 €, c'est gratuit également. Ça fait partie des week-ends symphoniques organisés par Perpignan Méditerranée. Voilà. Ce qui est vachement important à retenir juste, c'est qu'on a changé donc, tout le parc informatique. Donc on avait fait ça en 2015, donc les matériels étaient obsolètes quand on était arrivé. On a changé serveur, photocopieur, ordinateur. Et ce qu'on a mis en plus, qui me paraît quand même nécessaire, c'est que donc, les postes qui sont nécessaires donc, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, par exemple on a une épidémie Covid, quand les gens donc, peuvent être en télétravail, ça nous permet donc, avec le VPN donc, de pouvoir continuer à travailler. Donc on a, plutôt que de prendre des tours, on a pris pour certains postes donc, des ordinateurs. Voilà, ils ont un écran, ils travaillent donc, normalement, et quand ils sont chez eux, en télétravail, ils peuvent travailler donc, pour la commune. Donc ensuite, donc, vous avez normalement à disposition toutes les petites sommes, conformément aussi à la réglementation qui est à votre disposition. Vous la récupérez, donc je ne sais pas, je crois que c'est jusqu'à 1 000 €, je crois, ou des petits montants. Voilà. Donc, vous l'avez ou pas? On le sort. D'accord, donc on vous le fera passer, hein, d'accord. Donc, on va passer. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Troisième dossier, donc avis sur l'autorisation d'ouverture des commerces certains dimanches pour 2023 et 2024, présenté par Madame Lefond. C'est bon. Le maire a le droit d'autoriser l'ouverture des commerces
des commerces certains dimanches après avis du conseil municipal. Pour l'année 2023, il est proposé d'instituer cette autorisation d'ouverture les dimanches sur la commune pour les 3 dimanches suivants, donc le 17, le 24 et le 31 décembre 2023. Et pour l'année 2024, il est proposé d'autoriser ces ouvertures sur 2 dimanches, le 15 décembre 2024 et le 22 décembre 2024. Donc, ainsi est-il proposé au conseil municipal de donner un avis favorable pour l'autorisation d'ouverture le dimanche au commerce de détail de la commune, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, pour les dimanches proposés ci-dessus, sur les années 2023 et 2024. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Y a-t-il des interventions ou questions? Une question, on entend. Oui, mais c'est pour enregistrer, c'est pas qu'on n'entende pas. On parle de quel commerce, là? Tous les commerces qui ne sont pas alimentaires. Ça ne concerne pas les commerces alimentaires. Les commerces de bouche, tout ça, ça ne concerne pas. C'est tous les autres commerces. Donc c'est le commerce, la décoratrice. Non, je t'en prie. La personne qui a ouvert la boutique de déco qui veut ouvrir les dimanches pour Noël, quoi, par exemple. Après, il peut y avoir, je ne sais pas s'il y a l'institut de beauté, enfin voilà, des choses comme ça. Ils peuvent ouvrir le dimanche, les 3 dimanches avant Noël et les 2 en 2024. Alors on a fait ça aussi en concertation avec eux et donc c'est l'obligation de faire cela, donc on doit le déclarer en préfecture. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. 4e dossier, adhésion à l'association syndicale libre de gestion forestière du massif forestier d'Espira de l'Agly et Case de Le Pen. Présentation et représentation de la commune. Il manque le verso aussi, on est allé le chercher. D'accord. Bon, donc on va, si vous voulez, on va interrompre et on va donc attendre que les dossiers soient complets. Merci. Donc on va vous faire la présentation, mais vous allez avoir le dossier complet. Ça permet d'entendre de toute façon. Vas-y, Frédéric. Niveau matériel, je suis désolée, c'est entièrement ma faute, j'en prends l'entière responsabilité. Donc Frédéric, tu peux y aller. Nous avons initié une... Tiens le micro. Oui, vas-y. Nous avons initié une sorte de fédération des propriétaires forestiers sur le massif commun aux communes d'Espira et de Case de Pène, dans le but principal de faciliter la gestion du massif forestier pour lutter contre les risques d'incendie, mais aussi pour en permettre une gestion mutualisée et cohérente. Cela prendra la forme d'une association syndicale libre de gestion forestière qui sera gérée par son assemblée générale des propriétaires et son bureau, paritaire entre propriétaires d'Espira et de Case de Pène. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune à l'association syndicale libre de gestion forestière du massif d'Espira, Case de Pène, dont les statuts figurent en annexe, et d'y inscrire les parcelles communales concernées. De désigner Philippe Fourcade pour représenter la ville d'Espira de l'Agly au sein de cette association, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? L'intégralité des statuts se figure dans le... Donc cette action aussi fait suite donc à l'OLED et ne concerne pas l'OLED. C'est-à-dire que les gens qui sont donc contraints à l'OLED ne sont pas dans cette association. C'est toutes les surfaces qui sont en dehors de l'obligation légale de débroussaillement. Je rappelle également que nous faisons des copiles régulièrement. Et bien évidemment, tous les intervenants sur le massif forestier, et je pense notamment aux chasseurs, sont associés à cela depuis le départ. Et on travaille donc ensemble. L'idée, c'est de dire donc, on va travailler sur une surface, on va aller chercher des subventions, et après on va travailler. L'avantage que ça, c'est que les forestiers, quand ils vont intervenir, ils interviennent que sur un coin. Ça permet à tous les acteurs de la forêt pour autre chose, de pouvoir être tranquille et pas d'avoir les forestiers qui travaillent à proximité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, monsieur Venet. Prenez le micro. Je vous dirai. Hein. Vous appuyez sur le bouton. Ça y est, vous pouvez y aller. C'est bon? Ouais. 1, 2, ouais. Mais au niveau de la superficie, quand on vous dit débroussaillage, c'est-à-dire un passage de camion, quand vous voulez parler de débroussaillage? Non. Débroussaillage dans des bois, Oui. D'accord. Alors, en fait, alors, quand vous regarderez donc, le rapport, vous avez tout dedans. Donc, on a fait d'abord avec un bureau d'études, toute l'étude des 2 massifs forestiers. Il y a plusieurs sortes de forêts dans notre forêt. Oui.
Donc il y a par exemple ce qu'on appelle, et je me souviens, c'est le goli. Le goli, c'est tout ce qui est né à l'arrachage des vignes, D'accord. où il y a plein d'arbres. Oui, ok. Donc on va intervenir sur cela, et enlever un peu de bois, de forêt, Ouais. enfin, d'arbres, de façon à ce qu'on puisse faire après de l'économie sylvicole derrière. D'accord. Voilà. Par contre, c'est pas de l'OLD où on taille tout. D'accord. On enlève les arbres et puis terminé, quoi. D'accord. Voilà. Et donc on le fait en association parce que c'est le seul moyen d'aller chercher les subventions. Et donc pour cette première mouture, je représente Espira de la Glie, mais pas en tant que maire, en tant que Philippe Fourcade, des propriétaires forestiers, puisque donc nos forêts, enfin, nos surfaces, on les a mises également dans l'association. D'accord. Voilà. Merci. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 5, mise à jour de la tarification de l'aire de lavage, toujours Frédéric Jonca. Alors, l'aire de lavage est un franc succès et a permis de mettre à disposition de nos agriculteurs un outil performant et essentiel. Les tarifs doivent cependant être précisés. Globalement, ils sont inchangés. Mais par exemple, il est nécessaire de préciser que l'on peut rembourser l'eau prépayée et non consommée, ou que les organismes de lutte contre l'incendie peuvent l'utiliser gratuitement. Là, il s'agit simplement d'un ajustement dont on détecte la nécessité à l'usage. Le détail vous est présenté dans le rapport. Je voudrais simplement faire un petit rappel sur l'aire de lavage. L'aire de lavage, on s'est réunis, nous, avec la commission agricole, il y a donc l'an dernier, donc juste après les vendanges, au mois de novembre, un peu plus tard. Et on s'est aperçu que on avait 2 prestataires de services qui, à eux deux, consommaient autant d'eau que les 9 machines des propriétaires d'Espira. On s'est aperçu aussi que, du fait qu'ils étaient prestataires, on devait ouvrir l'aire de lavage à la machine à vendanger quasiment 3 semaines avant et la laisser ouverte 3 semaines après. Donc les vendanges d'Espira terminées. Donc c'est pour cela qu'en réunion de commission, nous avons décidé de ne pas renouveler le badge à ces 2 prestataires de services. On a eu, je pense, bon à l'époque on ne le savait pas, mais on a eu, je pense, un peu de nez parce que cette année, avec les problèmes d'eau qu'on a eu sur la commune, vu la consommation excessive d'eau que ces machines que l'eau qu'elles consommaient sur les lavages, je pense qu'on a eu bon nez. Voilà. Il faut savoir aussi que depuis le mois de mai, mai ou peut-être un peu avant, Jean-Philippe me dira peut-être la date, on a eu le forage qui alimente la station de lavage à sec. Bon, bien entendu, pas d'eau à la rivière, pas d'eau au forage comme malheureusement la ZAD de la commune. Donc on a basculé l'aire de lavage sur de l'eau potable, à savoir de l'eau qui est payée un peu plus cher par les utilisateurs de l'aire à vendanger. Nous avons décidé pour cette année de ne pas appliquer cette augmentation sur les agriculteurs de la commune. C'est-à-dire qu'ils ont continué à pouvoir remplir leur pluvé, ils ont continué à pouvoir sauver leur jeune plantation de l'année, tout en ayant le tarif de l'eau brute. Mais bon, pour le coup, c'était de l'eau potable qu'ils utilisaient. Mais je pense que ça a été très important pour eux, parce que, enfin pour eux et pour nous, parce que je fais partie de la corporation. On a pu, avec ça, sauver des récoltes de figues pour certains, d'abricots pour d'autres, et surtout des jeunes plantiers de l'année qui ont pu être arrosés une fois dans l'été. Donc c'était une petite précision que je voulais apporter sur ce dossier. Merci Frédéric. Il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 6, conditions de prix des gobelets réutilisables mis à disposition lors d'une manifestation. Nathalie, donc, je te laisse la parole. Tu peux y aller. Là encore, il s'agit d'une simple actualisation sans changement du fonctionnement actuel. Le prêt des gobelets est permis à titre gratuit aux associations, mais les gobelets non restitués ou restitués sales ou dégradés seront facturés par la commune à l'association selon le tarif ci-après.
Donc 1 € pour les gobelets réutilisables simples et 2 € pour les gobelets à pied. Le projet de contrat d'adhésion pour le prêt des gobelets réutilisables est tenu à votre disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Là, c'est juste on l'a toujours fait, donc il y a rien de, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est toujours pareil. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de prêt des gobelets réutilisables mis à disposition lors des manifestations aux conditions principales décrites ci-dessus, d'inscrire la recette correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des interventions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. 7e dossier, donc demande de fourniture de végétaux à la pépinière départementale. Monsieur Martinez. Demande de fourniture de végétaux à la pépinière départementale. Le conseil départemental permet à chaque commune du département de bénéficier de plants d'arbres et d'arbustes issus de sa pépinière. C'est une opportunité intéressante pour la commune qui souhaite donc commander des arbustes principalement qui seront fournis à titre gratuit. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la demande de fourniture de végétaux à la pépinière départementale selon son tableau, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Robert. Des questions? Donc ça c'est comme chaque année, hein, donc on identifie là où il y a des manques, on prend les pousses à la pépinière et on replante. On va passer au vote donc, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Dossier numéro 8, participation financière Ulysse à la commune de Rivesaltes pour l'année 2022-2023, présenté par Madame Labbé. Comme vous en avez maintenant l'habitude, vous savez que les élèves résidant sur notre commune mais scolarisés ailleurs, pour des raisons familiales par exemple, doivent faire l'objet d'un remboursement obligatoire à la commune d'accueil uniquement s'il s'agit d'élèves Ulysse. Ce sont les unités localisées d'inclusion scolaire. Le calcul est fixé par la commune d'accueil, ici Rivesaltes en l'occurrence, qui scolarise deux de nos petits Espiranenques. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une participation financière de 1 092 € à la commune de Rivesaltes pour 2 enfants de la commune scolarisés en classe primaire Ulysse sur l'année scolaire 2022-2023 et d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier numéro 9, fixation du forfait communal ETIS, donc transfert intercommunal charge d'enseignement pour les écoles. Toujours Madame Labbé. Chaque année, nous devons fixer, comme on vient de le voir sur Rivesaltes, le coût par élève dans nos écoles, de manière à le facturer si besoin à une commune donc, dont les enfants seraient scolarisés chez nous. Ce sont les TIS. Par ailleurs, l'école du Sacré-Cœur avait été fixée, après négociation, à 450 € par élève éligible et par an en 2012 et non remis en cause depuis. En 2023, l'établissement, exposant des difficultés liées à l'inflation et remettant en cause ce montant, une augmentation a été votée, comme vous le savez, par délibération au Conseil du 27 juin dernier, portant ce forfait à 472,50 € par élève éligible. Ce sont donc les élèves d'Espira de la Glie. L'école du Sacré-Cœur a contesté cette réévaluation qu'elle juge insuffisante et a demandé à ce que le forfait communal, qui, il faut le rappeler, est obligatoire, soit calculé comme les TIS. Il ressort que le coût d'un élève scolarisé dans les écoles de la commune est établi pour 2022, applicable à l'année scolaire 2022-2023 et versé en 2023, de 341,53 € arrondi à 342 € par élève de primaire, 1 360,24 € arrondi à 1 360 € par élève de maternelle. Ce calcul a été accepté par les représentants de l'école et il engendre un surcoût global pour la commune d'environ 20 000 €.
Ainsi est-il proposé au conseil municipal de fixer le montant des participations à appliquer pour l'accueil dans les écoles maternelles et primaires de la commune d'élèves extérieurs à la commune TIS pour l'année scolaire 2022-2023, versement 2023, à 342 € par élève de primaire, 1 360 € par élève de maternelle, et de fixer le montant du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune, à la même somme, donc 342 € par élève de primaire domicilié sur la commune, 1 360 € par élève de maternelle domicilié sur la commune, et dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L 131-1 du Code de l'éducation. De fixer les modalités de versement du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune, telles que décrites dans le rapport, d'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Janine. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 10. Convention type relative à la gestion en flux des réservations de logements sociaux, présenté par Christiane Monnier. Il s'agit de la gestion des demandes d'attribution de logements sociaux. La gestion en flux des réservations, qui se substitue à la gestion en stock, vise à rendre plus efficace et fluide la mise en relation entre l'offre et la demande, et en particulier à faciliter l'atteinte par les bailleurs et réservataires des objectifs de relogement des publics prioritaires d'une part et des objectifs de mixité sociale d'autre part. En contrepartie d'une subvention, d'une garantie d'emprunt et ou d'un apport de terrain, les réservataires ont contracté des droits de réservation auprès du bailleur. Les réservataires proposent des candidats aux bailleurs sur les logements qui leur sont orientés dans le cadre de leurs droits de réservation. Dans notre cas, c'est le plus souvent la communauté urbaine qui a acquis des droits de réservation et nous les délègue pour nous permettre de prioriser certaines attributions. Il s'agit aujourd'hui de valider la convention type à passer avec les bailleurs sociaux pour passer à cette gestion en flux sans incidence financière, mais avec une meilleure souplesse pour la gestion des attributions. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention type de gestion en flux des logements sociaux, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet, et notamment les conventions particulières de gestion en flux de réservation de logements avec chaque bailleur social. Merci. Y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je remercie. Ensuite, donc, passage en comptabilité de service du centre municipal de santé, toujours présenté par Christiane Monnier. Vas-y, Christiane. Le comptable public et la préfecture des Pyrénées-Orientales ont conseillé les services de la commune pour le suivi comptable du centre municipal de santé, dans le contexte du passage à la nouvelle nomenclature comptable M57 à compter de 2024, et ont préconisé la mise en place d'une gestion analytique de services au sein du budget principal. Pardon. Cela nous oblige à réintégrer la comptabilité du CMS dans le budget principal et à abandonner la gestion en budget annexe et engendre une opération de retransfert de l'ensemble des dépenses et crédits comme des actifs. La gestion sur le budget principal sera suivie en comptabilité analytique de manière à identifier les coûts tout aussi finement avec un code service. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la gestion du service public administratif du CMS en comptabilité de service au sein du budget principal de la commune. Code service CMS Espira, code produit 70. De décider la clôture et la dissolution du budget annexe CMS correspondant à la fin de l'exercice en cours. De transférer en conséquence dès à présent l'ensemble des crédits, recettes et dépenses en cours sur le budget principal. D'autoriser l'intégration des éléments d'actifs tels que listés ci-dessus du budget annexe CMS au budget principal et approuver les écritures comptables à passer en ce sens. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. D'autoriser le comptable à passer les écritures nécessaires à la dissolution et au transfert sur le budget principal. Merci Christiane. Des questions?
Donc pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Il s'agit aujourd'hui de voter la subvention au Centre communal d'action sociale qui œuvre pour la commune auprès des personnes les plus fragiles et organise tout au long de l'année des sorties, des ateliers, le portage de repas aux plus anciens, mais également pourvoit aux situations d'extrême urgence pour les administrés et mène des actions pour les jeunes adultes comme l'aide au permis ou au BAFA. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 5 000 € au Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2023, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Moi, j'aimerais dire quelque chose quand même. Excusez-moi. On vote des budgets. Et les budgets sont faits pour être consommés. Bien sûr qu'on essaie de dépenser le moins, mais le budget, normalement, il est prévu, évalué, il est là pour être consommé. Le CCAS, donc, c'est un budget annexe. Hein. Et je voudrais, au nom de tout le monde, féliciter donc Christiane. C'est moi qui sonne? Excusez-moi. Je voudrais féliciter Christiane parce que habituellement, donc, on vote ces 5 000 € et on les met au budget. Mais quand on fait dans le compte administratif, on se rendait compte qu'on consommait 500, 1 000 €. Et donc, ça faisait toujours de la trésorerie et donc des résultats donc, positifs, bien évidemment, mais qui étaient significatifs pour moi de non-fonctionnement. Et depuis, donc, il y a l'aide au permis, tout ça, on l'a continué à le faire.
Mais il y a beaucoup d'animations qui se font avec les anciens, apprendre à faire des bouquets, de la gymnastique, hein, de l'informatique, enfin vous les avez là d'afficher. Et donc c'est consommé. Et donc aujourd'hui le budget elle nous appelle parce que ce n'est pas une question d'équilibre, c'est une question surtout de trésorerie, parce qu'elle a des engagements qu'il faut qu'elle honore. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 15, mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024 pour le budget principal et le budget annexe de la commune, présenté par Madame Font. Calqué en grande partie sur le plan comptable de 1982, suivi par les entreprises, les collectivités locales suivaient des plans comptables spécifiques. Pour les communes, il s'agissait de la M14, qui prévoit les imputations comptables et les règles de présentation du budget et du bilan, compte administratif, ainsi que les techniques comptables propres à notre comptabilité publique et sous le contrôle du trésorier. Le gouvernement a souhaité moderniser ces nomenclatures et les harmoniser au sein d'un projet de nouvelle nomenclature dite M57. Certaines communes ont fait le choix de l'expérimenter par anticipation, tandis que la grande majorité devra y passer, comme notre commune, à partir du 1er janvier 2024. Cette transition comptable va engendrer un gros travail dans le service finance comptabilité dans les mois à venir. Même si l'application de ce nouveau plan comptable est obligatoire à compter de 2024, il reste nécessaire d'en décider formellement l'adoption en conseil municipal après avis du comptable public. Vous trouverez en pièces jointes les avis positifs de la trésorerie pour l'ensemble de nos budgets. Ce changement n'entraîne pas de modification fondamentale dans les techniques comptables. Il s'agit principalement de simplifier, assouplir légèrement et intégrer un certain nombre de règles proches de celles du privé, notamment sur les amortissements. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget principal de la ville d'Espira-de-l'Agly et ses budgets annexes, lotissement Les Amandiers, lotissement Les Portes de l'Agly et les halles commerçantes à compter du 1er janvier 2024, au vu des avis favorables du comptable public pour chaque budget concerné et joint ensemble en annexe. De conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2024. D'approuver la mise à jour de la délibération DCM 2022-087 en date du 21 novembre 2022 en précisant les durées d'amortissement en fonction des natures d'immobilisation et le seuil des biens dits de faible montant. De calculer l'amortissement de chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis. D'aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 € TTC. Ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. D'autoriser le maire à procéder, à compter du 1er janvier 2024, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. De décider que le règlement budgétaire et financier sera adopté avant le vote du premier acte budgétaire de l'année 2024, d'autoriser le maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'acquisition de la présente délibération, l'application de la présente délibération. Merci Nathalie. Des questions? Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je te laisse boire. Oui, tout ça. Merci. Il y a des... Ah, des questions? Oui, je vous écoute. Ah d'accord, ok, pardon. Vous avez noté? C'est bon, merci. Pardon. C'est bon? C'est bon. Alors, dossier numéro 16, règlement budgétaire et financier de la commune d'Espira-de-l'Agly, présenté par Nathalie Font. Le règlement budgétaire et financier est un peu la Bible des finances et la comptabilité d'une commune. Cet exercice de transparence sur les méthodes financières et comptables propres à la commune est devenu une obligation préalable au passage à la nouvelle nomenclature comptable. Le règlement, ou RBF, donc règlement budgétaire et financier,
dont le projet figure à votre dossier, décrit et explique précisément le processus de décision sur le budget communal, ainsi que les grandes options choisies par la commune pour les amortissements, par exemple. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville d'Espira-de-l'Agly, dont le projet est joint en annexe, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des interventions? On a trop de choses à dire en 5 minutes. Alors, justement, ça fait le raccrochement à ce que je souhaitais dire. En fait, c'est une obligation aujourd'hui pour les communes de notre strate. Ça ne l'était pas avant. Et je vous invite, ce que j'ai dit d'ailleurs quand on a préparé ce conseil municipal avec mon groupe, à ne pas en faire votre livre de chevet, parce que des fois on n'aime pas la finance ou les chiffres. Mais pour autant, il y a toute la compréhension de tout ce qu'on fait en finance là-dessus, qui est écrite. Pour la ville d'Espira-de-l'Agly, c'est un gros travail. Et donc, ça va être plus intéressant parce que quand on va annoncer des choses, ça vous permettra de situer les choses dans la nomenclature comptable. Donc, financière donc, et financière et comptable. Pas de questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. 3 abstentions, oui. Donc, dossier numéro 17, approbation de la CLET, la commission locale d'évaluation des charges transférées, que je vais vous présenter. Tu restes là-dessus pour l'instant, hein, Jérémy. Il s'agit ici d'un dossier majeur, lié à notre intercommunalité, puisqu'il s'agit d'acter les principes de retransfert de la compétence voirie et d'une partie de la compétence tourisme. La loi 3DS a permis de retourner aux communes ces compétences qui avaient été confiées à la communauté urbaine. Pour la voirie, seules les voies classées d'intérêt communautaire resteront de compétence Perpignan-Méditerranée Métropole, tandis que tout le reste de la voirie retournera sous la responsabilité de chaque commune. Pour le tourisme, certaines communes ont pu faire le choix de se désolidariser de la gestion mutualisée au sein de PMM pour conserver cette responsabilité. Ce retour implique évidemment un retour financier pour permettre l'exercice de ces compétences aux communes. Ce sont les principes et méthodes de calcul de retour de compétences qui ont été soumis, comme le veut la procédure, à la commission locale d'évaluation des charges transférées, le 11 juillet 2023, principalement pour la voirie, et le 13 septembre 2023, principalement pour le tourisme. Schématiquement, nous vous présentons les principes retenus, mais les rapports complets figurent dans vos dossiers. Ces rapports doivent maintenant être soumis à l'Assemblée des conseils municipaux des communes membres pour l'approbation. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, en date du 11 juillet 2023, tel que joint en annexe. D'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, en date du 13 septembre 2023, tel que joint en annexe. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Et est-ce qu'il y a des questions? Et j'y répondrai sans problème. De toute façon, je vous ferai donc une note explicative pour que ça soit plus compréhensible. Il y a des questions? Donc, je vais vous expliquer synthétiquement, schématiquement, comment ça s'est passé à l'aller, comment ça se passe au retour. Parce que ça soit à l'aller, on a transféré à la communauté urbaine, mais bien évidemment, on a toujours payé nos voiries. Parce qu'on a entendu ici que donc on a maintenant payé nos voiries. Non, on les a toujours payées, les voiries, heureusement d'ailleurs. Le transfert, il a été élaboré de la façon suivante. Section de fonctionnement, tu attends pour l'instant. Section de fonctionnement, on a pris les 4 dernières années de l'année de transfert. On en a fait la moyenne sur les chapitres 012, 011 et 65, dont sur les dépenses afférentes, bien entendu, à la voirie. Et cette moyenne, on a dit, voilà ce que ça sera donc le coût du fonctionnement de la section transférée en fonctionnement. Pour cela, il a fallu donc trouver des recettes. Les recettes, on a retenu le montant, je vous donnerai après le montant, et je crois que c'est de mémoire 147 501, on nous l'a retenu sur l'attribution de compensation que l'on percevait. Donc on avait, mettons, 300, nous enlevé ces 147 000 et on nous a donné le solde. Donc le fonctionnement était payé comme ça. Il y avait 2 modes de gestion. Un mode de gestion en convention de gestion
et un autre en pôle territorial. Nous étions 24 communes en convention de gestion et 2 pôles territoriaux, un de 9, un de 5, qui faisaient les 36 communes. Les communes qui étaient en pôle territorial ont transféré complètement donc, dans la communauté urbaine, comme le prévoyait la loi 3DS initialement, parce qu'après, elle a été modifiée. Et donc, ils ont transféré personnel, matériel et tout ça, et c'est la communauté urbaine qui gérait, mais avec les mêmes règles que les conventions de gestion. Nous, on a fait, avec la convention de gestion, une convention de superposition. C'est-à-dire que les 147 501 qu'on nous retenait sur la C, comme c'est nous qui faisions le travail ici, puisque les salariés étaient ici, en 12e, on nous payait donc chaque mois le montant du montant annuel. Voilà comment c'était équilibré synthétiquement. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a à boire et à manger dedans, mais pour autant, c'est la règle. La règle établie, la délibération, c'est celle-là. Pour l'investissement, on a dit on va laisser les maires libres du choix de la PPI qu'ils souhaitent réaliser, c'est-à-dire le nombre, la dépense d'investissement qu'on souhaite faire. Espira de Lagly a choisi 2016 et 2017 100 000 euros TTC, et à partir de 2018, 170 000 euros TTC, ce qui fait 1 50 000 TTC sur la temporalité 2012-2022. Ça, c'est la dépense. Il a fallu trouver la recette. La recette, on a pris ce qu'on appelle les recettes afférentes à la voirie. Les recettes afférentes à la voirie, c'est les amendes de police, les forfaits pour stationnement, quand on a du stationnement payant. Les grandes villes, nous, on n'en a pas, donc ça ne nous concernait pas. Mais c'est en qualité les recettes qui sont prévues. Et ensuite, les subventions liées à la voirie. Tout ça, et donc, on a dit, béton, il y a 170 pour Espira de Lagly, il y a en recette 120 qui rentrent, il manque 50. Ces 50, la communauté urbaine a porté un emprunt sur 20 ans à 1,50 de ce qu'on appelle l'emprunt d'équilibre pour couvrir la charge qui était initiale prévue en évaluation. Et on est parti comme ça pendant 7 ans. Il y a eu des recettes qui sont venues se rajouter, tout ça, mais peu importe. Au retour, et je ne vous donne pas, bien évidemment, que je ferai, le ferai le rapport quand ça sera le moment, de ce retour réel, dépenses réelles et recettes réelles dans chaque section, quand on l'aura établi, avec le service de contrôle de gestion. Le retour, comment ça se passe? On a fait une clette, c'était compliqué, le retour, parce qu'il faut savoir qu'au départ, la loi 3DS a été modifiée avec le retour de voirie uniquement pour 2 intercos, Aix-en-Provence et Perpignan. Et Aix-en-Provence, c'était tellement compliqué qu'ils ont abandonné. Donc toutes les voiries sont à l'intercommunalité. Et la seule intercommunalité qui a récupéré ces voiries, c'est la communauté urbaine. C'est la seule. Pour arriver à ça, c'est très, très compliqué. On a fait 28 présentations. Mais dans ces 28 présentations, il y a peut-être 300 tableaux Excel pour arriver à faire ça. C'est très compliqué parce qu'il y a 2 modes de gestion différents. Et puis, il y a des points de vue qui sont différents. Sans rentrer non plus dans les détails, j'ai présenté lors de le vendredi dernier, puisque vous voyez la date, c'est de la clette, c'était le 12 septembre. Donc une stratégie et une façon de présenter donc, les dynamiques qui s'appelle donc le calcul par l'indice. Et tu me le sors, s'il te plaît. Alors, d'un côté, on est en convention de gestion. La convention de gestion, d'un côté, vous avez les conventions de gestion ensemble, tout ensemble, l'Espira y est dedans, les 24 communes. Côté droit, ça concerne qu'Espira de Lagly. Alors l'avantage du calcul par l'indice et la vérification de la dynamique, l'avantage que ça a, c'est que vous avez par exemple dans les conventions de gestion Perpignan et Cassagne. Ce n'est pas les mêmes volumes financiers, bien évidemment. Mais l'indice de dynamique, c'est le même. Et c'est la seule façon qui m'a permis, croyez-moi, ça a été compliqué, pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Pour s'appuyer sur une dépense ou une recette à transférer, il faut obligatoirement une délibération des assemblées délibérantes. Il y a 2 assemblées délibérantes, la CLET et le conseil communautaire. La CLET valide la méthode, ce qu'on va faire ce soir, et le conseil communautaire décide de valider le transfert financier de cette méthode en l'augmentant ou en le diminuant. C'est le conseil communautaire qui est souverain. La CLET, c'est une majorité simple, c'est-à-dire que chaque commune a une voix, alors que dans le conseil communautaire, je donne un exemple, Espira a une voix, Perpignan en a 40. C'est à la majorité qualifiée, et cette majorité qualifiée, elle se comprend de cette façon. Il faut qu'il y ait 50% des communes qui délibèrent en faveur, qui représentent 75% de la population, ou 75% de la population qui représente 50% des communes. Voilà, la majorité qualifiée, elle est déterminée comme ça. Donc,
L'indice 100, c'est le transfert de chaque commune au départ, en 2016, l'évaluation. 2016. Ça, c'est pour le fonctionnement, bien évidemment. En 2017, on a pris une nouvelle délibération, parce qu'il y a le contrat de Cahors qui est arrivé, qui disait qu'il fallait que toutes les intercommunalités ou communes d'au moins 100 000 habitants bloquent leurs dépenses sur 2017, donc dépenses réelles 2017, majorées de 1,20 par an. 1,20 par an multiplié par 5 ans, donc 2018 à 22, ça fait 5 ans, ça fait 6,15 de dynamique. Donc vous avez la dépense réelle de 2017. L'ensemble des communes, on est sur une moyenne de 112,57 en indice. Espira de l'Agly était à 114,33 en dépenses réelles. Alors, tout ça, ça c'est la moyenne d'Espira de l'Agly à droite. À gauche, 112,57. Il y a des communes qui ont fait moins que l'évaluation et qui sont donc bien pénalisées, puisqu'on prend la dépense réelle. Et il y en a d'autres qui étaient largement au-dessus. D'accord? Ensuite, donc, on prend 6,15 lycées, et ça fait 119,50 d'un côté, 121,36. La différence, c'est la même dynamique, 6,15, sauf que nous, les dépenses réelles d'Espira de l'Agly étaient supérieures à la moyenne des conventions de gestion. Et donc, on doit transférer cela. Et donc, voilà comment va se faire pour le fonctionnement, le transfert retour. Il y a 4 méthodes. Il y a une méthode, enfin, 3 méthodes normées, 2 qui sont une avec emprunt, une sans emprunt, j'y reviendrai dessus, une autre que porte le contrôle de gestion, et une troisième une quatrième qu'on a pu mettre en place, parce qu'il faut l'unanimité de la CLED pour ça, c'est ce qui s'appelle la révision libre. D'accord? Donc il y a ces 4 méthodes qui sont au choix de chaque commune, et donc chaque commune, donc, quand il y aura le conseil communautaire, décidera de quel choix elle prend, et cela, donc, ça sera gravé dans le marbre, et c'est le retour qui sera fait. Pour les 4 méthodes, pour Espira de l'Agly, financièrement, le volume, je parle, à 10 000 euros près, l'année, on est au même niveau. Mais, quel que soit le niveau des 4 méthodes, on est au-dessus de la moyenne. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a des dépenses réelles qui sont avec une dynamique par rapport à la moyenne générale. Par contre, j'essaie d'être simple parce que c'est très compliqué. La méthode libre qui a été votée à l'unanimité, parce qu'il faut absolument l'unanimité, tient compte d'un article du Code général des impôts, je le dis de mémoire, mais je crois que c'est ça, c'est le 1609 non-IC, qui dit que l'intercommunalité, quand elle renvoie une compétence, s'il y a de l'emprunt pour financer les investissements, elle doit donner les moyens en recettes à la commune de les payer. Donc, il y a des communes qui vont faire le choix, il y a des communes qui empruntent tous les ans, qui font un emprunt. Et donc, de fait, comme ils vont avoir la voirie, ces communes vont emprunter. Elles avaient, par exemple, un emprunt à 10 000 euros par an, je dis n'importe quoi, 10 000 euros. On va leur donner 10 000 euros, on va le retenir, mais on va leur donner aussi la recette des 10 000 euros. Pour arriver à l'annuité, c'est compliqué, hein, mais d'abord, c'est irrationnel pour moi. Mais voilà, donc je vous proposerai, quand on votera pour ça, je vous proposerai de ne pas prendre cette méthode. C'est irrationnel dans le sens où, pour arriver à une annuité complète de l'emprunt que doit porter la communauté urbaine chaque année, il faudra arriver à un capital de 180 millions. Pour arriver à l'annuité complète de remboursement, je parle en termes de trésorerie, là, de valeur. Hein. Donc, bien évidemment, on est beaucoup de communes qui sommes contre, mais la présentation que j'ai faite le 12 juillet, 80% des communes sont pour cette méthode, mais on n'a pas la majorité. Parce que c'est les communes à une voix. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'il en sortira. Nous, on n'est pas trop inquiets, mais on choisira notre méthode. Et on regardera donc celle qui correspond à un retour normal avec une dynamique, c'est-à-dire ce que coûtent les mêmes choses de 2016 maintenant, mais en faisant attention aussi de ne pas tuer l'intercommunalité. Parce que ça peut tuer l'intercommunalité aussi. Tu vas passer sur l'investissement, s'il te plaît. L'investissement dans la CLED 2016, indice 100, donc c'est 100. Indice 100, la valeur 2016. Le retour de la voirie, la dynamique, elle est de 107. Les 24 communes de convention de gestion. On était, nous, indice 100, dans notre valeur en 2016. On sera à 116 en retour, en moyenne, sur les 4 méthodes. Voilà. Donc, pour nous, ce qu'on a payé, eh bien, qu'on a envoyé là-bas, donc on nous l'a retenu en recette. Et ce que l'on reçoit, on va avoir donc une dynamique sur le fonctionnement de 21% par rapport à 2016.
Et pour l'investissement, on aura une dynamique de 16% en moyenne. Voilà. Voilà où on en est. Alors après, il y a quelque chose que je défends. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est deux choses. Il y a des communes qui ont été, je donne un exemple parce que c'est la commune de Cabestany. Le maire de Cabestany a donné une évaluation de 100. Mais il a l'habitude de dire je donne 100, mais il demande à ses services de faire des économies. Il a dépensé réellement que 80. Ce delta, sur la dépense réelle, on a pris 80, on n'a plus pris 100. Donc il perd 20 chaque année. D'accord ? L'idée de la révision libre, c'est de demander à la communauté urbaine de lui payer ses 20 pour arriver à l'équilibre 2016. Sauf que c'est une dépense supplémentaire qui n'est pas couverte pour la communauté urbaine. Donc moi, l'idée que j'ai, c'est comme il y a un emprunt d'équilibre à l'évaluation, c'est le capital qu'on doit à la ville de Cabestany, de le comparer au capital de l'emprunt d'équilibre et de recalculer l'emprunt. Comme ça ne coûte rien et Cabestany retrouve son argent. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous, pour Espira de l'Agly, on a un excédent donc de à peu près de mémoire, une trentaine de mille euros. Donc, ces 30 000 euros, on va les rapprocher du capital qu'on a d'emprunt et on va diminuer le capital d'emprunt de ces 30 000 euros et ça recalculera l'emprunt. Et donc, rembourser sur 20 ans, tous les ans, il y a le même emprunt d'équilibre. Et 7 ans avant la fin de la dernière année, on va récupérer un septième, puisque donc c'est chaque année, donc c'est mathématique ça. Voilà, c'est très simple. Et donc ce qui fait qu'au bout des 20 ans, sur les 7 ans, c'est-à-dire l'année 2022, en 20 ans, ça fait 2042. En 2042, l'emprunt donc, que nous retenait sur l'AC, on l'aura complètement retourné de nouveau dans l'AC à la commune. Voilà. Donc ça veut dire que c'est complètement dans l'équilibre. Et après, il y a quelque chose qui est très important pour moi, et je tiens à vous en parler parce que peut-être vous en entendrez parler. Comme je vous l'ai dit, en recette, on a pris pour le payer l'investissement une recette non afférente, c'est-à-dire qui ne concerne pas la voirie, c'est la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est afférente à l'urbanisme, qui a été obligatoirement transférée également quand on est passé en communauté urbaine. Donc de fait, ça reste à la communauté urbaine. La taxe d'aménagement moyenne d'Espira de l'Agly sur les 7 ans est de 81 000 euros. Donc aujourd'hui, la dépense que l'on valide, il y a ces 81 000 euros, bien évidemment. Donc on ne va pas nous la renvoyer, puisqu'elle est comprise déjà dans les dépenses, la recette qu'on nous renvoie. Donc moi je dis, je ne suis pas d'accord là-dessus, parce que quand on a fait l'évaluation au départ, on a pris les 10 années avant le transfert. Et il y avait des communes, le contrôle de gestion n'existait pas, et je ne savais pas que je restais de délégation. J'avais dit au cadre de l'équipe à l'époque qui s'occupait de ça, il te manque quelque chose, tu fais un transfert financier, mais sur l'investissement, ça manque de périmètre. Je donne un exemple. Il y a des communes qui ont transféré 1000 en recettes, alors qu'elles n'avaient plus rien à bâtir. Mais les 10 années qu'on a prises, c'est les 10 années où elles ont fait le plus de construction. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une recette globale de taxe d'aménagement, avec les 2 tiers des communes qui n'ont pas la recette prévue évaluée. Espira de l'Agly, on est excédentaire. Donc, on avait prévu 55 000 euros, on a 80 000 euros. Ensuite, il y a des nouvelles lois sur l'urbanisme. La première loi qui s'appelle donc la loi climat et résilience. La loi climat et résilience avec le zéro artificialisation nette, vous en avez entendu parler, le ZAN, qui dit qu'on devra réduire de 50% l'artificialisation des sols d'ici 2035 et en 2050, 100%. Donc aujourd'hui, si on prend cette recette pérenne pour l'intercommunalité, à un moment donné, comme on va moins construire, elle va payer quelque chose qu'elle ne doit pas. Donc moi, ce que je dis, c'est vous retenez la moyenne réelle, puis pas de l'évaluation, la moyenne réelle qu'on a fait sur 2016-22, et vous nous transférez 100% de la TA. Parce qu'il y a une deuxième loi qui arrive derrière, c'est le PPRI 2. Aujourd'hui, donc, un exemple, la plupart, les 2 tiers de Perpignan, tout Rivesaltes, toute la Salanque, c'est inconstructible, il n'y a plus rien à bâtir. Donc, on sera obligé de se rabattre sur d'autres communes. Donc, nous, on a une moyenne de 80 000, je pense que dans les années futures, nous aurons donc une moyenne taxe d'aménagement supérieure. Donc voilà pourquoi je propose cela. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Il est... Attendez. Je n'ai pas allumé. Il est fini le conseil. Hein, il est fini, là, c'était le dernier souci. Donc il est 19h33. Et donc, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde.